Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et Romain Daubry en plateau à mes côtés. Ce soir, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Vaste sujet, l'analyse technique. On a 10 minutes pour définir peut-être ce qu'est l'analyse technique pour vous, Romain, et puis comprendre à quoi ça sert, quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages de l'analyse technique, et peut-être les faux amis ou les faux semblants. Exactement. L'idée, c'était de profiter de ce moment, effectivement, pour, j'aimais bien l'expression, remettre l'église au milieu du village. C'est qu'effectivement, c'est un domaine qui est assez précis, qui dépend, donc les principes qui sous-tendent l'analyse technique sont précis. Et il y en a même qui vont jusqu'à parler d'un art pour l'analyse technique. Et les règles sont assez précises et elles sont souvent un peu oubliées ou simplifiées parce que c'est quelque chose qui est facile d'abord. On trace un graphique de prix, on voit un graphique de prix, on voit quelque chose et on se dit que ça doit être relativement simple à comprendre, plus simple qu'une analyse fondamentale, par exemple, qui va nécessiter plus de compétences, plus de compréhension. Donc, voilà, c'était le but de reparler de ça et de replacer les choses dans leur contexte. Donc, oui, déjà de définir avant tout. Alors, moi, je n'ai pas inventé la définition, j'ai repris celle de John Murphy, toujours. Que vous citez régulièrement. Que je cite régulièrement. Et la traduction de sa définition de l'analyse technique par Béchu, Bertrand et Nebenzal, dans leur livre, qui dit que c'est l'étude de l'évolution des marchés, principalement sur la base de graphiques, parce qu'on peut considérer que c'est aussi sur la base des volumes ou de la position ouverte, et dans le but de prévoir les futures tendances. Donc, vaste postulat, ça a quand même une valeur prédictive. Et c'est ça. Oui. Et qui ne doit pas être prise pour... c'est une ambition, mais voilà, qui répond à des postulats, en fait, à 3 postulats précis, qui expliquent cette volonté cette possibilité de prétention de pouvoir prévoir le futur. D'une part, c'est que bien le principe de l'analyse technique fait que l'action des marchés intègre tout. Ça, c'est le premier postulat indispensable. Dans un graphe, dans un prix de marché, il y a toute la somme de toutes les informations et de tous les comportements, on va dire, de tous les participants de marché. Exactement. Toute l'information nécessaire à l'analyse, au suivi du prix, puisque c'est avant tout l'analyse du prix, et c'est ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que c'est l'analyse du prix. Et on voit beaucoup de graphiques avec énormément de supports techniques en dessous, d'oscillateurs, etc. Et en fait, c'est avant tout l'analyse du prix qui va nous intéresser. Donc oui, les marchés intègrent tout. Ensuite, c'est le fait que les prix évoluent en tendance. Là, j'en vois la théorie de Dow, qui est le père de l'analyse technique moderne, graphique, qui considère que les marchés vont en tendance. Sans rentrer dans le détail, on n'aurait pas le temps, mais de cette théorie, c'est que les marchés évoluent en tendance et que les tendances ont vocation à se prolonger, sauf à ce qu'elles donnent de fermes signaux de retournement. En l'occurrence, donc, on constate que c'est le cas depuis quelques temps sur nos indices. Et donc, c'est cette deuxième postulat. Et puis, le troisième, c'est que l'histoire se répète. Alors, on pourrait même ajouter que c'est le comportement de l'humain et même le comportement des robots programmés par les humains aujourd'hui qui se répète et qui a vocation à proposer des schémas qu'on retrouve régulièrement. Et là, ça tend à la psychologie de l'humain et qui est étudiée depuis longtemps. Et là, j'envoie à Gustave Le Bon, La psychologie des foules, qui est un ouvrage qui date de 1895 et qui fait encore référence en la matière aujourd'hui sur le fait que effectivement la foule et la masse se comportent d'une façon prévisible s'il en est. Ouais, mais c'est intéressant. À l'heure des marchés algorithmés, le comportement humain se retrouve finalement à travers le comportement des algorithmes, à travers la manière dont ces algorithmes sont programmés. Et donc, ça reste quelque chose, un principe valable. Manifestement, on le constate en ce moment. On voit que bien, les marchés fonctionnent là en ce moment de façon assez drivée par la spéculation, avec des supports et des niveaux de support et de résistance qui sont extrêmement bien exploités et assez précis. Et même si l'algorithme déforme un peu certaines lectures graphiques et certaines lectures de prix, on constate que ça fonctionne toujours très bien, oui, en effet. L'analyse technique se distingue d'autres types d'analyse. Alors, l'analyse fondamentale, ça, d'accord, on comprend, mais on mélange un peu aussi d'autres analyses avec l'analyse technique, Romain ? Oui, alors il y a l'analyse quantitative qui est basée beaucoup sur les statistiques. Il y a l'analyse cyclique. Là, je renvoie toujours à Julien Nebenzal et Valérie Assali qui font des exposés très, très précis sur le sujet, qui peuvent venir en fait en complément. Mais on ne va pas opposer analyse graphique et analyse fondamentale. Les deux sont complémentaires. Je ne vois pas analyse fondamentale ne pas jeter un œil sur un graphique et ni un technicien ne pas aller vérifier l'état de la santé de l'économie au moins pour prendre des décisions, même si on pourrait en extrapolant, enfin en allant jusqu'au bout, se dire que ça pourrait être le cas. Est-ce qu'il y a des horizons de temps qui seront plus pertinents que d'autres quand on se focalise sur l'analyse technique des marchés ?
Oui, alors il y a 3 grands horizons de temps qui sont à bien détailler, parce que c'est ça qui va permettre de prendre des positions de façon bien précise et de savoir de quoi on parle. Donc on parle de l'horizon de temps court terme quand on parle d'un horizon de temps de quelques jours à 3 semaines, 1 mois à peu près. Ça, c'est l'horizon de temps court terme. Le moyen terme, c'est au-delà et jusqu'à 9 mois, 1 an en analyse graphique. Et au-delà d'1 an, c'est ce qu'on considère comme étant du long terme. Donc ça permet de détecter les fameuses tendances et de savoir dans quel niveau dans quelle tendance on se trouve, à quel horizon de temps, et donc de travailler dans le bon sens de la tendance. Ça permet aussi de répondre à ces questions auxquelles on pose souvent. Est-ce qu'il faut acheter ou pas tel titre ou tel actif? Eh bien, ça dépend de l'horizon de temps sur lequel on se positionne, bien sûr. Très clairement. Qu'est-ce qui définit une tendance d'un point de vue technique, justement, Romain? Alors, une tendance, c'est une série de pics et creux. Ça, on s'en doutait et c'est connu comme définition, successivement ascendant pour les tendances haussières, successivement descendant pour les tendances baissières. Ce qu'on oublie très souvent, et c'est ça aussi que je veux rappeler par ce moment de leçon, c'est que pour la tendance, il n'y a pas de tendance justement, et les marchés évoluent de façon latérale pendant 30% du temps au moins, et certains disent jusqu'à 60% du temps. Ah, c'est intéressant. Donc les pics et creux sont latéraux. On passe plus de temps à rien faire, presque d'une certaine manière, qu'à bouger dans un sens ou dans l'autre. Qu'à bouger vraiment. Alors ça dépend de l'horizon de temps auquel on regarde les marchés. Si on regarde les indices, pas l'indice CAC 40 qui lui surperforme un peu en ce moment, mais les autres grands indices majeurs en ce moment, ils font rien depuis plusieurs semaines, au moins 15 jours ou 3 semaines pour l'instant. Donc oui, effectivement, de se rappeler de ça et que le marché, ça permet aussi de se souvenir qu'on n'est pas obligé d'acheter ou obligé de vendre et que c'est pas parce qu'un marché a fini de monter qu'il va nécessairement baisser et vice versa. Il y a des temps de latence aussi qui sont très importants et qui prennent du temps dans l'analyse graphique. Oui, d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'on passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière comme ça d'un seul coup. Rarement, à part le cas Covid qui a effectivement déclenché un mouvement baissier. Ouais, c'est ça. On connaît effectivement des mouvements de rebond qu'on appelle parfois dans des mouvements de baisse un peu marqués, le rebond du chat mort, mais ça c'est encore quand le mouvement baissier est déjà déclenché, mais il faut un temps pour retourner les marchés. Si on regarde un peu les grands mouvements des dernières années, il faut du temps avant de retourner un marché. Bon, comment on trace alors une tendance, une ligne de tendance justement là quand on est dans le domaine de l'analyse technique? Alors il y a plusieurs moyens de définir la tendance et de la surveiller. Il y a des moyennes mobiles, il y a un indicateur qui s'appelle ADX qui est le seul à ma connaissance qui me donne qui indique si un marché est en tendance ou non. Mais oui, je voulais revenir à la notion de ligne de tendance parce que c'est la base et qui sont tracés. Alors pour une ligne de tendance haussière, on trace avec des points qui sont pris sous les prix et de gauche à droite dans le sens de l'écoulement du temps. Pour une tendance baissière, les prix sont pris au-dessus, la tendance est tracée au-dessus des prix et toujours de gauche à droite dans le sens de l'écoulement du temps. On peut parfois, grâce à ça, détecter des canaux aussi, mais on trace bien dans ce sens-là et je vois parfois des lignes de tendance dans l'autre sens. C'est pas le cas. Donc c'est important de le rappeler, même si ce sont des basiques, mais c'est vraiment le cas. Par ailleurs, il est important de rappeler aussi que pour tracer une ligne de tendance, il faut 2 points. Ça, j'imagine que tout le monde sera d'accord. C'est la base. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire que quand on a tracé une ligne de tendance avec 2 points, c'est une ligne, ce qu'on appelle une ligne d'étude ou une ligne d'essai. Elle n'est pas valide. Elle n'est validée que quand un 3e point valide cette ligne de tendance-là. Donc c'est aussi ça, pareil, on voit parfois des lignes de tendance tracées et avec 2 points uniquement. Elles peuvent fonctionner, mais elles sont à l'essai uniquement dans ce cas-là. L'analyse technique s'appuie également sur des indicateurs techniques, Romain. Alors, qui sont nombreux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Et puis les quelques indicateurs techniques qui vous paraissent les plus pertinents et comment les utiliser? Il nous reste 2 minutes. Alors on va être synthétique, mais déjà, rappelez ce que c'est que les indicateurs techniques. C'est des éléments qui viennent s'ajouter en complément de l'analyse des prix. Il faut les utiliser après. C'est aussi ça que je voulais évoquer avec vous. C'est qu'on a tendance à mettre une batterie d'indicateurs techniques sans très bien savoir comment les utiliser. En se disant plus j'en ai, mieux c'est. Plus j'en ai, mieux c'est. Et donc c'est un peu de contre-emploi ou c'est un faux ami. Alors déjà, c'est une fonction dérivée des cours. Je reprends la définition de Béchu, Bertrand et Nebenzal. Et c'est donc une fonction dérivée des cours qui est une formule qui permet d'obtenir une nouvelle série de données qui oscille autour d'un niveau précis, souvent 0, mais ça peut varier. On va détecter grâce à ça la force d'un mouvement ou la faiblesse d'un mouvement ou le surachat ou la survente ou éventuellement, et ça c'est un peu des rares cas dans lesquels c'est un indicateur avancé, de la divergence. Donc, mais il faut avant tout regarder les prix et pas commencer à poser des indicateurs graphiques pour prendre des décisions. Ça doit venir en confirmation de ce qu'on lit sur les prix et non pas l'inverse. Et c'est souvent ce qui est fait. Donc les indicateurs, alors on peut pas les citer, il y en a une 60aine. Voilà, je vais parler de deux qui sont. Et vous dites qu'il faut pas trop en avoir. Enfin, c'est ni trop ni pas assez, quoi. C'est ça. D'accord. Si on en met trop, on peut pas prendre de décision. Si on en met pas assez, on a un vrai risque avec d'avoir trop de faux signaux et de prendre des positions sans arrêt. Et donc, ça veut dire savoir lesquels choisir. C'est
savoir pourquoi on va les utiliser. Exactement. Et alors, il y a deux qui sont très connus, le RSI, la stochastique. Il y a aussi le MACD, on aurait pu en parler, mais là, le RSI et la stochastique, on voit souvent combiner sur des graphiques et un RSI et une stochastique. Ils sont construits à peu près de la même façon et donnent quasiment les mêmes éléments. Moi, je préfère la stochastique. Elle donne des subtilités que ne donne pas le RSI, je trouve. Mais c'est libre à chacun. Mais mettre les deux, c'est mettre bretelles et ceinture, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ne pas les utiliser et savoir pourquoi on les utilise. La stochastique et le RSI sont des indicateurs qu'on appelle de surachat ou de survente. Ça ne veut pas dire quand on est suracheté qu'un marché va s'arrêter de monter. C'est au mieux un signal de surchauffe et on peut soit le prendre comme un premier élément qui est de un peu tard pour acheter, par exemple, quand on est rentré en surachat. Ou de se dire qu'on peut alléger un peu éventuellement, mais ça n'est pas en soi-même un signal de baisse que d'être en surachat sur un oscillateur. Et puis, c'est la rupture qui pourra déclencher un signal de vente. Et donc, c'est pour ça que je prenais un exemple qui est le dernier élément avec ArcelorMittal, qui est effectivement rentré en surachat au mois de février et qui a pris 40% depuis. Donc, ça n'a pas empêché le titre. Pas du tout, au contraire. C'est au contraire un signal de force et c'est à prendre dans ce sens-là. Et quand on dit qu'un actif est suracheté, c'est au contraire peut-être un signe de force quand il est en tendance. Ouais. Les oscillateurs servent beaucoup quand on n'est pas en tendance pour, là, effectivement, acheter le bas du range, revendre le haut du range. Et c'est dans ce cas-là où il faut les utiliser. Bon, exemple de fausse croyance, voilà, dans le monde de l'analyse technique. Merci beaucoup pour ces quelques éléments. Là, on a pu picorer avec vous, voilà, quelques éléments autour de l'analyse technique dans cette leçon de trading. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, avec nous chaque vendredi soir et chaque lundi à 12h30. On vous retrouve donc en direct à mes côtés, lundi à 12h30 sur Bismart.